Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, je peux démarrer. Alors ici, en présentiel ou connecté sur Teams, bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin, la responsable du Hub, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Pavlina Novotny, chef de projet au Hub, qui va animer l'après-midi, pour cet événement que nous avons intitulé « Gestion post-crise à Mayotte, quels enseignements ?» Il s'agit du 4e et dernier temps de notre cycle sur l'adaptation au changement climatique que nous avons démarré en juin dernier. Après avoir démontré l'importance de la planification, débattu de l'assurabilité des territoires et partagé des solutions à l'œuvre, nous avons souhaité faire un focus sur la gestion de crise et la reconstruction des territoires en nous inspirant du retour d'expérience de Mayotte. Je remercie l'ensemble des intervenants pour leur mobilisation aujourd'hui et je me permets de faire un petit détour par ce qu'est le Hub des territoires pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Il s'agit d'un dispositif mis en place par la Banque des territoires en 2021 pour favoriser le partage d'expériences, les échanges entre les acteurs privés et les acteurs publics. Notre ambition, explorer les défis auxquels font face les territoires, montrer les expérimentations en cours, donner envie d'agir et fournir des clés pour passer à l'action. Nous organisons avec l'ensemble des directions métiers de la Banque des territoires et des partenaires externes des débats, des rencontres, des échanges sur l'ensemble des thématiques du plan stratégique de la Banque des territoires, que ce soit sur le champ de la cohésion sociale, de la transition écologique ou encore des souverainetés. Alors sachez que la séance d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Vous aurez le replay dans une semaine sur les pages de la Banque des territoires, le site internet. Les replays des 3 derniers événements sont aussi disponibles. Et nous allons réaliser un podcast de synthèse à l'issue de ce cycle. Si vous n'êtes pas inscrit à notre newsletter, n'hésitez pas à le faire. Vous retrouverez l'ensemble des informations que je viens de vous passer et puis l'ensemble de notre programmation publique. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Pavlina pour l'animation de cette séquence. Merci beaucoup Anne-Sophie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, effectivement, on parle d'un sujet essentiel, de l'adaptation des territoires, le temps du relèvement et de la reconstruction post-crise. Et si l'adaptation au changement climatique commençait dès la phase de reconstruction d'un territoire? Pour explorer tous les enjeux de cette question, on a choisi de faire un focus tout particulier sur la question de Mayotte. C'est autour de la gestion de crise déclenchée par le cyclone Chido fin 2004 que nous allons questionner les étapes du relèvement et la résilience de tous les territoires. Comment coordonner l'action au cœur de la crise? Quels choix opérer dans l'urgence? Et surtout, comment reconstruire en pensant déjà à l'avenir, dans un contexte où les aléas climatiques vont inévitablement se multiplier. On en parle ici avec nos invités web, connectés à distance, donc on est ensemble jusqu'à 15h30. Vous avez l'habitude, vous pouvez poser vos questions tout au long de la séance et également même dans le chat. Et sans plus attendre, je vous propose d'accueillir Gisèle Rossamigno, directrice du réseau de la Banque des Territoires, qui va introduire notre événement. Bonjour Gisèle. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à ceux qui sont présents. Général Facon, merci de l'honneur que vous nous faites d'être avec nous cet après-midi. C'est très important. On travaille beaucoup avec vous, avec vos équipes, et on y reviendra. Bonjour à ceux qui sont connectés, qui sont nombreux, et à ceux qui vont intervenir et à ceux qui nous écoutent. Alors, peut-être quelques mots d'introduction pour rappeler ce que fait la Banque des Territoires et le groupe Caisse des dépôts à Mayotte. On intervient à Mayotte depuis plusieurs années et bien avant le passage de Chido, puisqu'on intervient à Mayotte depuis la départementalisation de 2011. Et la Banque des Territoires, finalement, immobilise ce qu'elle fait partout ailleurs. Elle mobilise ses outils d'ingénierie, elle mobilise ses fonds propres avec de l'investissement, elle mobilise le fonds d'épargne des Français avec des prêts. Et au total, sur une dizaine d'années, si on prend, je parlais depuis 2011, la Banque des Territoires a financé de plus de 300 millions d'euros de projets, puisque comme vous le savez sans nul doute, la Banque des Territoires, elle ne finance que des projets, elle ne finance pas le budget des collectivités. Et donc 300 millions d'euros sur des projets, dont 100 millions d'euros
en fait, sur la seule année 2024. Et on va venir au vif du sujet. Alors, dans quel thème? Dans le cœur de métier qui est le nôtre, qui est celui aussi historique de la Caisse des dépôts. D'abord, le logement social, hein, on y reviendra très largement. L'aménagement, bien sûr, la mobilité ou encore, évidemment, l'eau. Si on prend un peu de recul et si on n'évoque pas simplement la Banque des territoires, vous savez, c'est cette structure de la Caisse des dépôts qui est en fait le bras territorial qui accompagne les politiques publiques. Mais la Caisse des dépôts est beaucoup plus large que ça et la Caisse des dépôts à Mayotte, c'est beaucoup de filiales. Je vais revenir sur certaines d'entre elles dont on ne parle pas forcément toujours en connaissance de cause. C'est des filiales et des participations et qui sont d'ailleurs très fortement ancrées à Mayotte. Ça a son importance quand on va parler évidemment de redressement de Mayotte, si on peut utiliser ce mot. D'abord Régis, par exemple, qui est présent à peu près sur tous les grands projets structurants du territoire. Bien sûr, l'aménagement, la gestion de l'eau, la mobilité. La Poste, on oublie souvent, mais la Poste est une filiale du groupe Caisse des dépôts et c'est 36 bureaux de poste, donc c'est évidemment très présent sur le territoire, avec une donnée très importante, c'est qu'ils assurent la bancarisation de la moitié des ménages mahorais, et donc évidemment ça a un impact très important. Transdev, qui assure, elle, l'organisation et la gestion du transport scolaire. Et on l'a vécu au moment de la crise. Transdev a beaucoup participé au redressement de la situation, au moins dans son champ d'intervention. Et puis Suez, dans le domaine des déchets. Évidemment, parler de la CIM, puisqu'il y a le représentant ici de CDC Habitat que je salue. La CIM, qui est donc l'opérateur historique du logement. Et la CIM dispose d'un patrimoine de plus de 3000 logements sociaux à Mayotte. Alors, vous pouvez me dire, il nous en manque quelques-unes, BPI par exemple, qui est un acteur qui me paraît aussi très important pour accompagner le redressement économique de Mayotte. Elle n'a pas de représentation en tant que telle sur le territoire, mais intervient très largement. Et ICAD aussi, qui étudie d'ailleurs une implantation sur le territoire. Au total, c'est plus de 500 collaborateurs du groupe Caisse des dépôts qui est à Mayotte. Et l'ensemble des activités, on comprend très bien, telles que je viens de les citer, a été forcément très impacté, fortement impacté et impliqué dans la gestion de post-crise et aussi impacté aujourd'hui dans la phase de reconstruction parce que, évidemment, le général Facon nous en parlera beaucoup mieux. On est dans la phase de reconstruction et on n'est pas sorti de la phase de reconstruction et je ne suis pas sûre qu'on en sorte dans les prochains mois parce que ça va prendre des années. Mais en tout cas, nous y sommes tous impliqués. Et d'ailleurs, on était tellement impliqué que la Banque des territoires a été mobilisée de manière supplémentaire puisque le Premier ministre, dès le mois de décembre 2024, a demandé à la Caisse des dépôts, via la Banque des territoires, de se mobiliser avec un dispositif exceptionnel qu'on a appelé catastrophe naturelle. Mais je ne suis pas tellement sûre, d'ailleurs, on le met souvent entre guillemets parce que je ne suis pas sûre qu'il porte le bon terme. Mais en tout cas, avec un volume de 600 millions d'euros pour Mayotte, au bénéfice à la fois des établissements publics, c'est comme ça qu'on a rencontré d'ailleurs le général Facon, à la fois des collectivités locales, que je salue parce que je sais que beaucoup sont connectés d'ailleurs, vont intervenir, et les bailleurs sociaux bien sûr, et en premier lieu la CIM, pour financer la reconstruction. Et nous, notre obsession, et d'ailleurs je salue les représentants de la direction régionale qui sont emmenés par Nicolas Blanc qui est là ici présent, notre obsession c'est d'agir vite, c'est-à-dire de faire le diagnostic, d'élaborer, de bien identifier les besoins et d'accorder les prêts et de décaisser l'argent pour que l'argent arrive sur les territoires. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que sur cette enveloppe de 600 millions d'euros, on aura... alors pas forcément que sur cette enveloppe CatNac, mais au total, on va dire ça comme ça, au total 250 millions d'euros qui atterriront sur le territoire de Mayotte avant la fin de l'année. Ça, c'est très concret parce que ça permet de financer les projets. Donc ça, c'est notre contribution Banque des territoires à la reconstruction de Mayotte. Mais évidemment, toutes les filiales, et CDC Habitat en parlera, toutes les filiales y ont contribué. Transdev, qui a souhaité
et qui a essayé et qui est parvenu d'ailleurs à remettre très rapidement en route le transport scolaire, par exemple. Suez aussi, qui a évidemment mis les bouchées doubles pour mettre en place son activité. Donc tout ça pour dire que la réalité du groupe Caisse des dépôts est telle qu'on est, je pense, un partenaire de la reconstruction, parce qu'il y en aura évidemment, il y en a un certain nombre, et surtout c'est un partenaire sur le long terme. Je le disais tout à l'heure, mais le général Facon nous le dira beaucoup mieux, la reconstruction, elle va prendre des années. Et donc ce qui est important, sans nul doute, pour un territoire soumis à un tel événement climatique, c'est d'être là sur la durée. Dernier point peut-être que je voulais évoquer rapidement, cet exemple illustre évidemment les effets du changement climatique qui va engendrer des catastrophes climatiques dont nous sommes convaincus qu'elles seront de plus en plus fréquentes sur le territoire, que ce soit le territoire métropolitain ou le territoire ultramarin. La Banque des territoires a fait du changement climatique, de l'impact du changement climatique, un axe fort d'intervention. On parlait beaucoup de la lutte contre le réchauffement climatique il y a 4-5 ans. Il y a 2 ans, on s'est dit il y a bien sûr continuer à lutter contre le réchauffement climatique, mais et surtout aussi aujourd'hui mettre en place des mesures pour adapter les territoires au changement climatique. Évidemment, c'est l'adaptation en matière d'aménagement, c'est l'adaptation des bâtiments. Et puis, évidemment, la reconstruction, vous l'avez dit dans vos propos introductifs, font partie aussi demain de l'adaptation de demain de ces territoires. Donc, nous sommes convaincus que cet axe-là, c'est un axe évident d'intervention majeure. Et puis, la Banque des territoires, évidemment, accompagne les territoires dans la gestion du court terme post-crise, je viens de le dire, à travers des financements adaptés. Et nous nous enrichissons aussi des expériences, des retours d'expérience. Alors, je ne suis pas sûre que sur Mayotte, on soit encore dans les rétextes complets parce qu'on le vit encore, mais en tout cas, on a déjà de l'enseignement sur lequel on doit pouvoir travailler. Je suis sûre que cet après-midi va nous permettre, nous aussi, d'apprendre encore et de continuer à étayer notre positionnement et nos propositions. Je voudrais vraiment... dans mes propos de conclusion, vous remercier très chaleureusement, encore une fois, ceux et celles qui vont intervenir à distance, mais aussi Général Facon qui voilà, se joint à nous cet après-midi. Bien sûr, toutes les équipes du groupe Caisse des dépôts, des filiales, et bien sûr, je le redis, les équipes emmenées par Nicolas Blanc dans les territoires, parce que sans équipe dans les territoires, au contact de la population, au contact des besoins, eh bien, nous risquerions fort de faire une offre qui ne soit pas du tout adaptée. Et donc, ce contact territorial est pour nous extrêmement important. Et les équipes de la CIM, les équipes de Suez, les équipes de la Poste, les équipes de la Banque des territoires, bien sûr, sont vraiment physiquement présentes et participent et font remonter aussi un certain nombre de propositions. C'est pour ça que j'ai animé d'ailleurs très très vite, après Chido, une communauté groupe pour essayer d'aligner un peu ce que l'on entendait, de faire circuler l'information et d'adapter vraiment la réponse que l'on pouvait apporter. Et tout cela, évidemment, en lien étroit avec l'État. La Banque des territoires accompagne le redressement d'un territoire en lien avec l'État et tous les acteurs, mais évidemment la proximité avec les services de l'État, que ce soit au plan territorial ou que ce soit au plan national, est un gage de réussite. Merci beaucoup pour votre contribution. Et puis, je ne doute pas, malheureusement, que nous ayons encore besoin de nombreux échanges de cette nature pour continuer à apporter notre pierre à l'édifice de ce redressement de ce beau territoire. Merci beaucoup. Merci Gisèle Rossin-Mignot. Quelques jours après le passage du cyclone Chido, il a été nommé à la tête de la reconstruction de Mayotte. Une dernière mission qu'il a acceptée pour préparer l'établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction. Je vous propose d'accueillir maintenant le général Pascal Facon, directeur de la mission interministérielle de refondation de Mayotte. Bonjour, bienvenue à vous.
Alors, avant de rentrer dans le détail de votre feuille de route, je vous propose qu'on se rappelle ensemble l'impact qu'a eu Chido sur le territoire mahorais. Voilà, il y a des images qui défilent derrière moi. Avec des rafales à plus de 220 km/h, Chido est considéré comme le phénomène météorologique le plus puissant qu'ait connu Mayotte depuis 90 ans. Donc, les dommages ont été catastrophiques. 320 000 habitants sans eau courante, plus de 15 000 foyers privés d'électricité, de connexion Internet, des routes impraticables, des hôpitaux, des écoles touchées, des bidonvilles détruits. À la situation sociale difficile de l'île s'est ajouté le chaos de la crise climatique. Au total, on parle de près de 4 milliards d'euros de dégâts. C'est le bilan que vous trouvez en prenant vos fonctions en janvier 2025. Alors, comment mobiliser les acteurs locaux qui sont alors au cœur de la crise, au cœur de l'urgence? Vous pouvez appuyer sur le petit bouton. Exactement. Merci infiniment de votre invitation. En fait, moi, je suis un général qui arrive après la bataille. Ça, en général, ça ne se fait pas, mais j'ai été nommé le 9 janvier. J'ai été nommé, je voudrais revenir sur ça, parce que ça permet d'éviter les comparaisons qui n'en sont pas. Avec l'idée, moi, quand on m'a appelé, c'était Général Georgelin, Notre-Dame, cyclone, Mayotte. Bon. Moi, le général Georgelin, c'est celui qui m'a formé à Saint-Cyr. Donc, c'est le genre de choses que vous ne pouvez pas refuser, naturellement. En fait, la comparaison et puis l'attachement s'arrête là, parce que Mayotte et Notre-Dame, ça n'a strictement rien à voir. Notre-Dame, avant l'incendie, c'était Notre-Dame, et Mayotte, avant le cyclone, c'était déjà un territoire en difficulté. On dit, par exemple, qu'avant le cyclone, il y avait 1200 salles de classe, 1200 fois 60 mètres carrés pour 25 élèves pour 60 mètres carrés à construire pour mettre fin à la fin de la rotation scolaire. Aujourd'hui, on est à 1776 pour être tout à fait précis. Donc, vous l'avez rappelé, il y avait des tas de sujets qui étaient déjà des domaines qui étaient déjà en difficulté bien avant cet événement climatique qui n'a fait que renforcer les difficultés. Au départ, moi, je ne suis pas nommé pour reconstruire, refonder, etc. Je ne savais même pas pourquoi j'allais être nommé. J'étais, comme on dit chez nous, FANA pour servir mon pays, parce qu'on part très tôt, malheureusement, dans les armées. Et donc, je me retrouve préfigurateur de l'établissement public, avec l'idée d'en être le directeur général. Et comme le disait Napoléon, il n'y a pas de pire immoralité que de faire un métier qu'on ne sait pas. Et moi, le métier de directeur général d'un établissement public, je ne sais pas. En revanche, préfigurer avec le logement, avec le ministère des Outre-mer, un nouvel établissement public qui viendrait coiffer en quelque sorte l'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte, ça, c'est tout à fait possible parce que je suis entouré de gens qui savent, eux, pour le coup. Imaginez ce qu'il pourrait être, on pourra peut-être en reparler, et ce qu'il est maintenant, eh bien, ça, c'est facile. Mais après, en fait, on voit bien, et comme vous le soulignez à l'instant, qu'il fallait pouvoir aborder tous les sujets et il fallait surtout faire ce que la Cour des comptes appelait de ses voeux dès juin 22, mais avait déjà dit plusieurs fois. Et quand vous regardez le document qu'on a rédigé, cette stratégie quinquennale, on a mis en exergue sur la première page cette citation de la Cour des comptes, une réflexion stratégique approfondie sur le développement durable de Mayotte reste à conduire. Donc là, on est en juin 22. Donc on se dit... oui, c'est un territoire qui est en souffrance, qui souffrait avant. Il faut essayer, avec beaucoup d'humilité, de voir ce qu'on peut faire pour lui. Et ça passe par la structuration d'une démarche. Et moi, je dois saluer à cette occasion la confiance que m'accorde le ministre d'État, ministre des Outre-mer, le Manuel Valls, à ce moment-là, puisque je lui dis, très bien, la préfiguration, allons-y. Mais je vous propose d'écrire une stratégie quinquennale, 26-31, de reconstruction et de développement de Mayotte, parce que refondation, c'est un terme qui est compliqué à manier. Bon. Et il dit oui. Mais je lui dis, en revanche, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse traiter tous les sujets, la sécurité, le développement, les institutions, et puis Mayotte dans son environnement régional, d'abord dans sa relation avec la Réunion, qui est pas très simple, un peu à la française, et puis dans son environnement régional, qui n'est pas non plus très simple, et en particulier avec la proximité avec les Comores. Donc c'est une espèce d'approche intégrée, appliquée à un département, maintenant devenu département-région, qui est très originale, qui est assez inédite,
qui est très compliqué à monter parce que, comme vous le rappeliez, madame, c'est vertigineux. En fait, plus vous creusez, plus vous apercevez qu'il y a des choses à faire et des tuyaux à brancher et un décloisonnement à opérer. Pour autant, c'est probablement, à mon avis, ce qu'il va falloir qu'on fasse pour tous les territoires ultramarins, ça c'est certain, et pourquoi pas dans certains départements français, puisqu'il faut aborder la question de la reconstruction et du développement sur le temps long, et pour ça, il faut avoir une vision stratégique. Vous aviez absolument raison en disant que c'est la fin du commencement de la reconstruction, ce n'est pas le début de la fin. Je crois que la départementalisation à La Réunion, c'est 46, on est 80 ans plus tard. La Réunion est beaucoup plus développée, n'a pas les mêmes caractéristiques. Donc ce qu'il faut, c'est faire ce que le sénateur S2O appelle de ses voeux. Il a raison, il a une belle image, il dit qu'il faut planter l'arbre droit, parce que sinon il ne poussera pas droit. Et donc, d'où la nécessité, quand on discute avec nos compatriotes là-bas sur place, quel que soit leur niveau, qu'ils soient élus ou qu'ils soient acteurs économiques, de dire qu'il faut se hâter lentement. Et c'est ça qui est très difficile à entendre quand on est confronté aux difficultés énormes que connaissent nos compatriotes là-bas. L'école, l'eau, l'électricité, un peu, pour l'instant un peu, mais il faudra se poser la question. La mobilité, naturellement, à Mayotte, on passe 6 heures par jour dans les embouteillages pour aller travailler, quoi. C'est encore pire qu'à Paris. Et donc, tout est compliqué. Tout est compliqué, mais pour autant, les potentialités sont là. Et surtout, on a affaire à 374 km². Donc, c'est quand même à notre portée, ça. C'est pas, notre pays est un grand pays. On doit pouvoir développer ce territoire. Le tout, c'est de le faire avec de la méthode. Et c'est probablement, entre guillemets, et tout ça avec beaucoup d'humilité, ce qu'on attendait de moi. Donc on a appliqué quoi ? On a appliqué les méthodes qu'on apprend à l'Institut des hautes études de défense nationale, et on essaye de planifier. Et on planifie quoi ? Alors en fait, on a déterminé assez vite un cadre qui était le suivant. On pensait, et on n'a pas eu tort à mon avis, qu'il y avait 5 domaines qui étaient absolument transverses, qu'on ne pouvait pas éviter, qu'on retrouvait dans tous les aspects du développement et de la reconstruction. Le premier, c'était le foncier. Le foncier qu'on doit associer aussi avec la lutte contre l'immigration clandestine. Et on voit bien que là, on touche à 2 sujets qui sont d'une extrême sensibilité, qui sont quasi radioactifs. C'est la propriété et l'identité. Et ces 2 sujets-là, il faut qu'on les aborde de front parce que les nier, c'est nier une évidence. Voilà, l'identité des Mahorais. Ce territoire, cette souveraineté à affirmer. Voilà. Donc, il fallait absolument traiter ces 2 questions. Sur le foncier, il y a 200 000 parcelles attitrées. Si vous prenez en compte la loi, la prescription acquisitive 30 ans, qui s'achève maintenant, qui est complétée maintenant par la loi qui prévoit une prescription acquisitive à 10 ans, ça veut dire que vous pouvez vous fixer comme horizon en 2035 d'avoir titré 200 000 parcelles. Pourquoi titrer 200 000 parcelles ? Parce que d'abord, ça permet à des gens de transmettre leurs terres et leurs biens. Et ça permet surtout aux communes d'avoir des recettes fiscales qui font cruellement défaut, ne serait-ce que pour construire des écoles, financer des investissements et financer d'une manière générale les interventions. Donc foncier, c'est ce qu'on est en train de faire. Et grâce à la collaboration de monsieur le maire de Mamoudzou, que je salue, il y a une expérimentation qui s'achève en ce moment. Mon adjointe est sur place et travaille avec la CUF, avec la DEALM, avec la DRFIP, le conseil départemental, pour voir comment on peut, à partir de cette expérimentation, déployer ce système qui s'appelle en fait un guichet commun de régularisation foncière qui vient compléter les démarches individuelles des particuliers qui viennent demander le titrement de leur propriété. Le foncier et la lutte contre l'immigration clandestine, avec toute une série de dispositions qui sont prises. Vous pourrez voir ça dans la stratégie, c'est bien connu maintenant. Il y a un autre sujet qui est l'attractivité du territoire, l'attractivité économique. Et là, on a mes collègues qui sont sur le terrain en ce moment reviennent de contact avec le SGAR La Réunion, avec la CCI de La Réunion,
Ils sont accompagnés d'un camarade qui est à DGCCRF qui traite du coût des matériaux de construction pour voir un peu pourquoi il y a une telle différence en termes de coût de construction, coût de matériaux entre La Réunion et puis Mayotte. On essaye aussi de comprendre pourquoi un kilo de tomates coûte 1,50 € à Mayotte et coûte 12 € à La Réunion et 12 € à Mayotte, parce que ça aussi, ça participe un peu de la déstructuration de la société. Coût de la vie est un sujet qui est naturellement central pour les individus, pour les personnes, pardon. Et donc, on essaye de comprendre tout ça. Donc, l'attractivité du territoire, c'est comment on fait venir des entreprises à Mayotte, comment on les aide à s'investir, comment aussi on n'interdit pas à des Mahorais de quitter le territoire, parce que les Mahorais, ils ont le droit d'aller où ils veulent, parce qu'ils sont français. Donc, s'ils ont envie d'aller travailler dans l'Hexagone ou à La Réunion ou ailleurs, voilà, c'est pas... la reconstruction de Mayotte par les Mahorais, c'est la reconstruction de Mayotte par la France, par notre pays et l'ensemble des forces vives de notre pays. Et c'est pas l'exclusivité de qui que ce soit. Donc l'attractivité, après il y a la question de la convergence sociale qui a été assez centrale dans les discussions sur durant la loi de programmation. Là aussi, une rejointe en termes de SMIC avec 87,5% au 1er janvier, ça va être très compliqué parce qu'il y a des effets de bord à calculer sur les entreprises. Mais pour autant, le processus est lancé. Convergence sociale, foncier, lutte contre l'immigration clandestine, attractivité. Et puis le dernier aspect, c'est la biodiversité. Et là, pour le coup, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un épisode climatique absolument inédit. 34, 84, 2024. C'est très traumatisant, on le sent. La preuve en est, c'est que nos compatriotes là-bas pensent que, moi je ne suis pas devin, mais pensent qu'il va y avoir un nouveau Chido, c'est-à-dire que ça a créé une sorte un traumatisme, un vrai syndrome de stress post-traumatique dans cette île. Et donc on a beau rassurer en disant oui, certes, la suite est décroissante, ça serait vraiment un coup de malchance, mais en tous les cas, dans la stratégie, c'est identifié comme étant un sujet, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passerait si on avait un nouveau Chido? On ne le souhaite pas. Et donc, comment on raisonne finalement la résistance, pas la résilience, parce que ça, c'est un terme qu'on emploie, mais la résistance de ce territoire à des épisodes climatiques, pour le coup, mais aussi sismiques, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un volcan qu'on a découvert en 2018 à 50 km de Mayotte sous l'eau. Donc là, il y a 5 domaines transversés. Après, il y a 3 domaines qui sont 3 axes de développement. Alors, on a appelé ça comme ça parce qu'on ne parlait pas de ligne d'opération, parce qu'après tout, ce n'est pas une planification militaire. La première, c'est protéger les Mahorais. Protéger les Mahorais face aux risques et aux menaces. Il y a protéger les Mahorais face aux risques naturels. Donc ça, c'est absolument déterminant, parce que ce n'est pas le tout de parler d'un volcan. Encore faut-il savoir s'il y a une alerte tsunami, à quel endroit il faut monter, pour s'il y a l'alerte, pour se protéger et sauver son existence, sa vie. La deuxième, c'est protéger les Mahorais face aux dangers du quotidien, mais ça, c'est la sécurité publique. Et ça, on ne peut pas faire abstraction de ça. Il est évident que l'attractivité du territoire repose sur la sécurité. Elle est à construire tous les jours. Elle s'est améliorée du fait de la présence de 5 escadrons de gendarmerie, ce qui permet de créer des conditions plus favorables pour investir et pour vivre là-bas. Pour autant, il y a un sujet d'affrontement entre villages, entre différentes composantes de la société. Donc ça, c'est un aspect qu'il faut évidemment naturellement inclure dans cette stratégie et pousser à ce que tout cela soit fait. Puis protéger les Mahorais face aux dangers du monde, là aussi, Mayotte, c'est en plein milieu, c'est à l'embouchure du canal du Mozambique. Vous connaissez la situation internationale, vous savez quelle est l'action conduite par les États prédateurs. Je ne vous les cite même pas, vous les connaissez par cœur. Et donc ça, c'est une réalité avec laquelle il faut compter. Donc protéger les Mahorais face aux risques et aux menaces. La deuxième, c'est garantir aux Mahorais l'accès aux biens et aux ressources essentielles. Ça va naturellement, l'éléphant dans le couloir, c'est l'eau. Parce qu'on peut se passer de tout sauf d'eau. Et là aussi, des rotations d'eau, en plus des rotations d'école. Et vous avez aujourd'hui une situation où il faut 42 000 mètres cubes d'eau par jour et on n'en produit que 37 000. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On crée une deuxième usine de dessalement
qui va permettre à l'horizon de 27 d'avoir 10 000 mètres cubes d'eau et donc finalement de satisfaire les besoins. On réfléchit à des forages, à naturellement un travail sur les fuites d'eau. On perd 4 000 mètres cubes d'eau par jour du fait des fuites sur les réseaux. Ce n'est pas propre d'ailleurs à Mayotte, hein, c'est malheureusement ce qu'on retrouve un peu partout. Et puis on découvre aussi, ce que j'ai vu la dernière fois, c'est-à-dire 6 000 à 10 000 mètres cubes d'eau claire, d'eau grise, mais claire, qu'on déverse dans la mer en sortant des stations d'épuration, alors qu'en fait on mettrait 2 ou 3 filtres, on pourrait au moins utiliser cette eau pour pouvoir arroser les cultures. 10 000 mètres cubes d'eau, c'est pratiquement la production de la 2e usine de dessalement. Alors, loin de moi l'idée de donner une quelconque leçon, etc. Moi, on découvre ça et on essaye de trouver après des solutions et comment on arrive à trouver finalement un moyen de filtrer cette eau et de la rendre utilisable, au moins pour les sanitaires des écoles et puis aussi pour les cultures. Et là, on tombe sur des gens extraordinaires, des types qui vous disent, moi, si je brûle le bambou, j'en fais du charbon actif, et si j'en fais du charbon actif, j'en fais quelque chose capable de filtrer l'eau. Et là, on se rend compte que finalement, l'écosystème, pour parler riche, il existe, que les gens sont là, qu'il y a des types qui réfléchissent à ça. Bon. Mais après, il faut s'entourer de tout le monde. Il faut s'entourer de... Là, typiquement, je m'excuse, je suis un peu long, mais c'est important. On passe des accords avec, on parle d'un rapprochement fort avec le Kenya, parce que naturellement, et c'est très important, un pays qui exerce un vrai leadership. On parle d'agriculture, mais la question qu'il faut d'abord se poser, c'est de dire, allons voir la CIRAD. C'est quoi l'agriculture à Mayotte? Puis après, on verra comment on peut protéger nos intérêts et s'ouvrir aux autres pour voir ce qu'on ne produit pas et comment on peut l'avoir au meilleur coût. Donc, garantir l'accès aux biens, aux ressources essentielles. Puis le dernier aspect, c'est façonner l'avenir. Et là, c'est naturellement tout ce qui traite de l'éducation, de la jeunesse, de la création de valeur. C'est quoi une entreprise à Mayotte? Est-ce que c'est viable? Comment ça doit fonctionner? Là aussi, il y a des perspectives. Ça parle de formation professionnelle. Et puis ça parle naturellement de coopération, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et quand on parle de formation professionnelle, on essaye de dépasser l'argument qui est régulièrement avancé, c'est de dire, en matière de formation professionnelle, vous inquiétez pas, il y a le service militaire adapté. Ben non, le service militaire adapté, il donne un savoir-être. Il permet à des jeunes remarquables, parce que c'est effectivement quelque chose de remarquable, de trouver leur voie et puis d'enclencher un processus de formation professionnelle. Mais tous, autant que nous sommes ici et sur Internet, on sait que la formation professionnelle, c'est le travail des entrepreneurs et que c'est eux qui savent faire ça. Le SMA fournit un savoir-être, l'entreprise donne un savoir-faire. Et donc, c'est ça qu'il faut. Donc, comment on fait pour aller chercher l'école de la 2e chance, qui existe déjà? Qu'est-ce qu'on en fait? Les LEPID, qui sont des systèmes qui fonctionnent très bien, parce que moi, j'ai été Marseillais dans ma vie, je le reste de cœur. Et l'EPID à Marseille, je sais que ça fonctionne, et l'école de la 2e chance aussi. Et pourquoi ces systèmes-là, on n'arrive pas à les agréger? Et comment on n'arrive pas à créer tout un système, ne serait-ce qu'en le cartographiant, ce qu'il reste à faire, toutes les structures de formation professionnelle, pour qu'on soit au clair, pour qu'on soit capable de dire, face à la demande permettant de monter ce data center qui existe à Mayotte, c'est quoi les métiers qui tournent autour de ça et quelles sont naturellement les structures qui peuvent aider des jeunes Mahorais et d'autres d'ailleurs à se former dans ce domaine. Donc moi, malheureusement, je planterai jamais la flèche au sommet de Notre-Dame. C'est sans fin, la reconstruction et le développement. Ce n'est pas ici que je vais vous faire l'affront de vous dire que c'est une action qui est en cours et qui va durer très longtemps. Et encore faut-il qu'on structure notre démarche. Je précise que cette stratégie, elle a quand même plein d'atouts. Elle est fondée sur quelques atouts. Le premier, c'est que le territoire a bénéficié d'une attention de notre pays considérable. Mayotte debout, loi d'urgence qui parle de l'établissement public, loi de programmation. À cela, il faut ajouter
le constat qui a été fait par un collège d'inspecteurs de l'administration centrale qui ont fait une espèce qui ont scanné totalement le territoire et qui, dans tous les domaines, ont émis 700 recommandations, en tous les cas, soulevé chaque pierre pour pouvoir effectivement voir comment tout cela pouvait mieux fonctionner. Donc nous, on bénéficie de cet état zéro. C'est très rare de faire une planification avec une image, un point de référence initial aussi robuste. Un nouvel établissement public de reconstruction et de développement qui est un instrument de la reconstruction et du développement, et puis une stratégie une stratégie qui est arrimée à l'activité de l'EPRD, ou plus exactement, l'EPRD qui est arrimé à la mise en œuvre de cette stratégie quinquennale. Qu'est-ce qui manque maintenant ? C'est en cours, et c'est là, ça relève des élus, en particulier du conseil départemental, un schéma d'aménagement régional. Donc, on aura pour pouvoir, qui va être fait dans les 18 mois à venir, parce que là, pour le coup, tout ce qui pourrait être imaginé va avoir des implications sur les 40 prochaines années. Un schéma d'aménagement régional, une stratégie quinquennale, un établissement de reconstruction et de développement, les financeurs, la Banque des territoires, etc. Et normalement, il n'y a objectivement pas de raison de ne pas réussir. C'est-à-dire que Alors, oui, moi, je ne suis pas le préfet qui a fait un boulot remarquable là-bas, parce que quand il a rétabli les fonctions vitales, c'est lui qui a la manœuvre de la reconstruction au quotidien. On pourrait y associer naturellement le conseil départemental, les 17 maires, les 5 intercos. Donc ça, c'est la reconstruction au quotidien. Mais alors après, il faut essayer de structurer tout ça et de le faire avec naturellement les élus. Ce travail-là, c'est la déclinaison de la loi de programmation. C'est-à-dire que c'est finalement l'élément qui permet d'opérationnaliser la loi de programmation et en particulier le rapport annexé, qui d'ailleurs a le même plan que notre stratégie, ce qui n'est pas très étonnant puisque c'est ma mission qui a rédigé le rapport annexé. Donc, et puis après, que va-t-il se passer ? Je vous propose un dernier... Juste je vous laisse... Oui, je voulais le dernier mot de conclusion. C'est, comme tous les plans, ça sera révisé l'été 26. On ajustera ce qui doit l'être, on supprimera ce qui doit l'être, on ajoutera ce qui doit être ajouté. Et puis on espère que d'ici là, on aura aussi un budget. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Général Facon. Gisèle Rossamignon nous en parlait tout à l'heure. Tout le groupe Caisse et Dépôts est particulièrement engagé dans la reconstruction du territoire mahorais. Certaines filiales du groupe étaient même très investies au cœur de la crise, juste après le cyclone. Alors, comment ces acteurs ont-ils travaillé tous ensemble ? Comment gérer l'urgence sur un territoire sinistré ? C'est l'objet de notre première table ronde. Je vous remercie beaucoup. Je vous propose de regagner la salle. Et je vous propose d'accueillir nos premiers invités. Philippe Pourcel, Florent Vallée, Catherine Garnier-Amouroux. Vous pouvez me rejoindre. Et nous avons en distance avec nous Frédéric Delouille. Alors, quand on aborde... Allez-y, prenez place. Quand on aborde la question des crises climatiques et de notre organisation face aux risques, on distingue 3 temporalités. Avant la crise, donc les dispositifs pour se préparer et pour prévenir. Au cœur de la crise, les quelques heures, les quelques jours qui suivent, la gestion de l'urgence. Et après la crise, donc la façon dont on va organiser le relèvement du territoire, le retour à la normale. Donc c'est à chacune de ces phases qu'on va s'intéresser avec vous. On va parler de la gestion de la crise, de l'urgence, mais aussi des initiatives qui permettent, dès la phase de relèvement, d'être mieux préparés et d'être plus résilients pour la prochaine crise, malheureusement. Donc pour 4 d'entre vous, vous faites partie du groupe CDC, chacun à votre échelle, vous êtes engagés. Et vous êtes engagés et vous vous engagez encore sur chacune de ces étapes. Donc pour commencer, je vous propose de revenir sur les premiers instants de la crise, sur les jours qui ont suivi. Florent Vallée, avec vous, vous êtes directeur de l'urgence et des opérations pour la Croix-Rouge. Comment vous avez vécu ces premières heures ? Merci. Ces premières heures extrêmement compliquées, complexes puisque rupture complète de communication, rupture complète de pouvoir circuler, d'avoir de l'information. Perte d'information, ça veut dire aussi perte de contact avec l'ensemble de nos salariés, de nos bénévoles sur Mayotte. Et une première inquiétude, c'est comment vont-ils
au-delà de l'activité, au-delà d'assurer la réponse, c'est comment vont nos volontaires, comment se portent-ils. Et ça a été quelque chose de compliqué à gérer, qui nous a pris, qui a bien dû prendre à peu près 15 jours en fait, avant d'avoir des nouvelles de tout le monde. Il faut bien voir que habituellement, la phase d'urgence, c'est quelques jours. Là, on en parle plutôt en mois, puisque pour la Croix-Rouge, en tout cas, c'est une phase qui a duré 3 mois, donc qui est relativement longue. Pas si longue que ça, vu l'ampleur des dégâts et de la catastrophe sur Mayotte. Alors du coup, ce que justement par rapport à ce que vous disiez, votre institution emploie 140 salariés sur l'île de Mayotte. Donc vous avez dû gérer la sécurité de vos équipes. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus en détail sur ce Tout que à fait, vous avez 140 fait ? salariés, 200 bénévoles qui ont été rappelés tous un par un. Alors évidemment, vous faites toutes les formes de rappel possibles puisque vous essayez de joindre les gens. Donc ça va être par téléphone qui ne marche pas. Donc forcément, vous n'avez pas beaucoup de retour au départ. Donc vous envoyez des SMS et vous espérez que les SMS vont arriver un jour et que vous aurez un retour. C'est un petit peu ça. Au début, en tout cas, c'est sous cette forme. C'est une plateforme qui a été mise en place dans l'Hexagone, à Paris, pour assurer ce relais, pour essayer de joindre les gens. Très clairement, pour essayer d'arriver joindre les gens et puis ensuite faire des cascades, prendre les gens par quartier et essayer de retrouver les gens dans les quartiers. Est-ce que tu as vu un tel et c'est comme ça qu'on a pu remonter toute la file. Mais c'est extrêmement c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant parce que vous êtes quand même dans une grande incertitude pendant pas mal de jours. Et puis, une fois qu'on a passé ce cap-là, c'est aussi tout l'impact qu'ils ont eu sur leur habitat, sur leur propre habitat, sur leur famille. Certains ont tout perdu. On a de la chance, on n'a pas de volontaires qui ont perdu des proches dans leur famille, mais en tout cas, plusieurs ont perdu l'habitat, ont perdu complètement leur habitat. Donc, il a fallu pouvoir travailler sur du relogement, sur les accompagner, sur les aider. Tous les problèmes qu'on a pu voir et qui ont été cités par le général auparavant, avant la crise, mais qui se sont amplifiés à ce moment-là, ont été vécus. Donc, comment on accompagne aussi nos salariés dans ces moments-là, aussi bien pour avoir de l'eau pour faire mes actions, avoir de l'eau pour me laver les mains, pour l'hygiène, mais aussi avoir de quoi manger et puis pouvoir rentrer, essayer d'avoir un toit. Et ça, c'est toutes les problématiques sur lesquelles on a dû faire face tout de suite. Alors justement, vous parliez de logement, d'habitat. Je me tourne vers mon voisin de gauche, Philippe Pourcel. Vous êtes directeur général adjoint en charge des Outre-mer pour CDC Habitat. Comment, pour vous, se sont passées les premières heures de la crise ? Comment vous avez géré l'urgence ? De la même façon, c'est-à-dire que la première chose, ça a été de retrouver les salariés de la CIM, toutes les équipes d'Ahmed Mondroit, le directeur général de la CIM sur place. On a des volumes d'effectifs à peu près de même ordre, on a 130 salariés, donc il a fallu les retrouver. Il a fallu les accompagner, c'est-à-dire qu'on a des équipes importantes à La Réunion. On a pu rapidement mettre en place des transferts de containers avec à la fois des produits d'urgence pour le patrimoine, c'est-à-dire essentiellement des bâches, des câbles, des poutres, enfin tout ce qui était nécessaire à l'urgence, mais aussi des produits qu'on a pu adresser à nos salariés, qui vont de la nourriture à produits d'hygiène, aussi effectivement des produits pour le bâtiment, parce que nos salariés ont eu également des dégâts chez eux. Beaucoup se sont retrouvés sans toiture ou avec des toitures abîmées. Donc, accompagner les salariés, accompagner le redémarrage de l'activité. C'est-à-dire quand on n'avait plus, par exemple, de barge entre Petite Terre et Grande Terre, quand on n'avait plus de téléphone qui marche, quand il a fallu organiser l'activité avec les personnes, à la limite, par secteur. Et que chacun commence à faire l'inventaire des dégâts, commence à engager les travaux d'urgence, les travaux préparatoires, et remettre en place petit à petit le dispositif. On a une habitude à Mayotte de la gestion de crise, parce que des crises, il y en a tous les ans. On n'avait pas cette habitude de la gestion des cyclones, qui est plus maîtrisée, on va dire, à La Réunion qu'à Mayotte, parce que c'était jusque-là pas très fréquent. Mais par contre, il n'y a pas une année où on n'a pas eu une crise de l'eau, une crise de blocage de route, une crise. Donc le fonctionnement en gestion de crise est acquis à la CIM depuis toujours. Donc là, ça a redémarré avec des bouts de ficelle, avec les téléphones qui voulaient bien marcher, avec des contacts avec la préfecture, par exemple, pour trouver de l'essence réquisitionnée
pour pouvoir avoir des véhicules pour aller voir l'état du patrimoine, avec le soutien de la filiale de La Réunion. Heureusement, toute l'informatique de Mayotte est hébergée dans les data centers à La Réunion, donc l'informatique n'a jamais arrêté de fonctionner, sous la réserve qu'il fallait l'opérer depuis La Réunion parce que le siège était sinistré. Le siège était sinistré et par ailleurs, il n'y avait pas d'électricité. Donc voilà, donc, première phase d'urgence, c'est remettre en marche la machine, inventorier les dégâts, prendre toutes les mesures d'urgence, essentiellement pour bâcher, enfin pour mettre à l'abri. On a eu beaucoup de dégâts, mais très peu de dégâts structurels. L'essentiel des dégâts, ça n'a pas été sur les bâtis, mais sur les toitures ou sur les fenêtres. Donc voilà, mettre en sécurité tout ça, mettre en sécurité les gens, gérer aussi les urgences humaines, c'est-à-dire les relogements, les reprises de logements. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont quitté le territoire dès que l'aéroport a réouvert. Donc il y a eu une phase de gestion des logements vacants, de relogement. On a relogé évidemment prioritairement nos locataires sinistrés. On a relogé aussi à l'unité, on va dire, des postiers. On a logé les équipes d'urgence de la Croix-Rouge, les équipes d'urgence de la sécurité civile. Donc voilà, gérer au quotidien et enclencher le coup d'après, enclencher la phase de travaux de réparation, vraiment, et pas seulement de mise à l'abri. Et c'est dans cette phase-là qu'on est maintenant. Oui. Mais la première phase, voilà, c'est retrouver les équipes, inventorier les dégâts, mettre en sécurité, et ensuite enclencher les travaux de reconstruction d'une part, et d'autre part les travaux de développement du territoire, parce qu'on est aussi sur des phases de développement de patrimoine à une allure assez importante, même si elle est encore insuffisante par rapport aux besoins. Catherine Garnier-Amouroux, vous êtes directrice déléguée du réseau de l'Outre-mer, la Poste. Même question pour vous. Quel a été l'impact de Chido sur vos activités ? Alors, impact direct, je vous disais, 1 mois et demi de cellule de crise. La Poste à Mayotte, c'est 243 postiers qui sont à 98% des personnes originaires, donc qui avaient une famille à Mayotte et qui y vivent depuis soit leur naissance, soit depuis des décennies. Nous avions 2 responsabilités, une par rapport à nos salariés, je vais y revenir, et une par rapport à nos clients, puisque la Poste a 2 activités. Une activité bancaire, et dans l'activité bancaire, c'est amener de l'espèce et du cash dans tous les distributeurs de billets de l'ensemble de l'île. Et la deuxième activité, c'est distribuer le courrier et le colis. Alors, si je commence par les salariés, 243 salariés, comme mes voisins, nous avons mis 15 jours pour les retrouver. 15 jours pour les trouver parce qu'il n'y avait plus de réseau, il n'y avait plus d'électricité, ou en tout cas d'une manière difficile à avoir, et qu'au début, on a réussi à en joindre certains par téléphone et par SMS, et qu'à la fin, on a envoyé les facteurs, quadrillés, les quartiers, pour savoir si nos postiers étaient vivants, blessés et en pleine santé. Alors en pleine santé, non. Par contre, vivants, oui, et blessés, non. Donc globalement, on a mis quand même 15 jours à se faire un peu de cheveux blancs et se manger les ongles. Mais au bout de 15 jours, on a retrouvé tous les hommes et les femmes qui travaillaient pour la Poste, qui étaient plutôt très bien. Après, on s'est occupé d'eux avec des choses aussi simples qu'on a garanti les salaires. Parce qu'il commençait à y avoir une petite musique à Mayotte qui était de dire un certain nombre d'entreprises vont mettre leurs collaborateurs en chômage technique. Alors vous imaginez, vous avez un cyclone que vous attendiez pas, vous ne trouvez pas à manger, vous ne trouvez pas d'eau, vous avez peur pour vos enfants, et en plus on vous explique gentiment que vous n'avez pas de salaire. Donc la première chose que nous avons fait pour assurer l'intégralité des postiers, comme un bon nombre d'entreprises, nous avons garanti les salaires jusqu'aux personnes qui travaillaient en intérim avec nous. Ensuite, on s'est dit, pour qu'un postier reconstruise, il lui faut de l'argent liquide.
ou presque, parce qu'il va reconstruire avec sa famille. Il ne va pas aller chercher une entreprise avec les difficultés qu'il peut y avoir. Donc on a mis en place à la fois pour les postiers, pour les clients mahorais, des prêts à la consommation à des tarifs à quasiment 0%, des prêts immobiliers, etc. Donc on a fait en sorte de faciliter, en tout cas de soulager, parce que tout ne s'est pas fait en 2 jours, hein, de soulager. Et donc globalement, on a tranquillisé et rassuré les postiers. Ça, c'était la première chose. Après, nous avions une responsabilité importante vis-à-vis des citoyens mahorais, qui étaient nos clients ou pas nos clients, parce que globalement, nous avons une quinzaine de bureaux de poste et 18 guichets automatiques de billets. Le 14 décembre, je pense que je m'en souviendrai longtemps du 14 décembre. Le 14 décembre à 9h30, il y avait aucun bureau que nous pouvions réouvrir. Il y en a même un qui est complètement tombé. J'ai vu le maire de Mamoudzou, que je salue, avec qui régulièrement nous allons voir comment se reconstruit le bureau de poste principal. Et nous avions un DAB, celui de l'aéroport, qui tournait. Il faut vous dire, pour que vous compreniez bien le sujet que nous avions, que Mayotte aujourd'hui, pour la Poste, c'est 10% de la délivrance d'espèces par jour. Globalement, je vous donne 2 chiffres, vous allez voir. La Poste remet à ses clients quelque chose comme 9 millions d'espèces par jour dans les distributeurs de billets, et Mayotte en prend 10%. Et vous savez, ou vous l'apprenez, que dans une crise, la première chose qui rassure les hommes et les femmes, à condition qu'ils aient un toit bien sûr et qu'ils soient en bonne santé, la première chose qui les rassure, c'est d'avoir de l'argent liquide. Parce qu'avec l'argent liquide, vous pouvez trouver de la nourriture. Vous imaginez que les petits magasins, parce qu'il y en avait, hein, qui étaient ouverts, les cartes bleues ne fonctionnaient pas, les chèques, vous imaginez un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc il fallait de l'argent liquide. Donc la première obsession que nous avons eue, c'était de réouvrir ces distributeurs de billets. Et là, je dois remercier à la fois l'IEDOM. L'IEDOM, c'est la Banque de France de l'Outre-mer, qui a la fourniture du cash, et à la fois notre transporteur de fonds qui a été exceptionnel et qui nous a aidés. En 3 jours, on avait remis 1/3 des distributeurs automatiques de billets en circulation. Et ça, c'était vraiment très bien. Et petit à petit, on a mis une quinzaine de jours à réouvrir 80% des bureaux de poste avec l'aide de tout le monde. J'ai vu des postiers qui n'avaient plus de toit venir assurer leur service parce qu'ils savaient qu'ils allaient aider la population mahoraise. J'ai vu des facteurs, on n'avait rien à distribuer, hein. Il n'y avait rien, hein, parce qu'il n'y avait pas d'avion. Donc on n'avait pas de courrier, on n'avait pas de colis, etc. J'ai vu des facteurs aller faire de la distribution, ce qui restait avant Chido, à la criée. À la criée, c'est qu'on prévenait le maire qu'on passait tel jour et telle heure sur la place principale, et que vous aviez le facteur qui arrivait avec sa caissette et qui disait « Madame Garnier-Amouroux, vous avez 2 lettres, Madame Garnier-Amouroux. » À l'ancienne, quoi. À l'ancienne. On a fait la même chose pour les colis. Donc, en clair, sans être trop longue, l'activité postale, ça a été du système D pendant 15 jours ou 3 semaines, avec la solidarité complète des 243 personnes qui travaillent à Mayotte et une vraie reconnaissance de la population. Vraiment, une vraie reconnaissance de la population, parce que vous savez, quand on est en difficulté, quand on a peur, quand on est anxieux, il peut y avoir des mouvements de violence. Et là, j'ai pas vu d'incivilité, il n'y avait rien de ce type-là. Donc ça a pu se faire avec une solidarité complète entre la population et les postiers. Merci beaucoup. Frédéric Delouille, vous êtes avec nous à distance. Vous êtes directeur Transdev Mayotte. Vous gérez Allo, un réseau de transport scolaire sur le territoire mahorais. C'est près de 30 000 élèves qui sont transportés quotidiennement. Comment se sont passés ces premiers jours de crise, côté Transdev et côté mobilité, donc? D'accord. Bonjour à tous. Désolé, j'ai un petit souci de caméra, donc vous ne pourrez pas me voir. Donc, la petite particularité par rapport donc, aux autres entreprises, hein, c'est que nous, dans notre malheur, donc, c'est arrivé juste la veille donc, des vacances scolaires. Et donc, il n'y a plus d'activité du tout donc, de transport scolaire depuis la date donc, du 14 décembre, hein, donc la date du cyclone. Par contre, donc, bien entendu, donc, on gère donc, 200 salariés et notre principale préoccupation a été, comme tout le monde, hein, de pouvoir donc, recenser si tout le monde allait bien. Et bien, le constat que
je peux faire par rapport donc aux autres sociétés, c'est qu'on a mis aussi une quinzaine de jours donc à pouvoir donc recenser l'ensemble donc du personnel. Et heureusement, on n'a déploré aucun blessé, des dégâts bien sûr comme tout le monde, donc avec des toits arrachés, des personnes qui se retrouvaient bien souvent donc sans rien. Et donc nos bureaux donc ont pu tenir, nous, donc, et on a pu abriter donc quelques salariés le temps donc qu'ils puissent se retourner. Donc ça a été la première donc des choses. Et pour pouvoir faire donc ce recensement, bah, on s'est appuyé sur les moyens donc du groupe Transdev, et on a fait appel donc au groupe qui se trouve à Paris, mais également donc l'antenne donc de la Réunion. Et même s'il n'y avait pas donc de vols commerciaux, donc il y avait quand même donc des échanges donc aériens, et on a fait venir donc en urgence donc des antennes satellites pour pouvoir essayer de communiquer avec l'ensemble donc des salariés. Donc tout ça a demandé un petit peu de temps, et en une quinzaine de jours donc on a pu faire le recensement donc de l'ensemble donc de nos personnels, qui se portaient tous bien, heureusement. Et côté donc parc de véhicules, bien les véhicules n'appartiennent pas à Transdev, ce sont donc des transporteurs privés. Et bien entendu, bon, énormément de dégâts donc sur les véhicules, essentiellement donc des bris de glace, et quelques tocs qui se sont envolés également. Mais je dirais en une quinzaine de jours, donc on a pu remettre en fonctionnement à peu près 80% donc, du parc. Donc cette première phase, donc pendant donc je dirais 15 jours, 3 semaines, donc pour pouvoir, en espérant que l'activité allait reprendre après donc les vacances scolaires. Donc voilà donc ce que je peux dire moi sur cette première phase, et on verra après donc la partie donc reprise d'activité, si vous voulez. Oui, tout à fait. Alors du coup, je vais devoir justement accélérer un petit peu. J'en suis désolée parce qu'on a pris pas mal de retard. Florent Vallée, la Croix-Rouge coordonne le travail de tous les acteurs du territoire dans cette période de crise. Et là, bon, on va déjà même du coup aborder la question de la post-crise. Ça fait partie de ses missions. Comment vous êtes intervenu concrètement sur le territoire mahorais ? Pourquoi, et surtout, pourquoi, selon vous, la coordination, vous l'avez tous déjà un petit peu dit, c'est absolument indispensable dans cette période-là? Concrètement, cette période, c'est 80 volontaires qui sont venus de Métropole ou de La Réunion par jour, qui étaient sur place. Ça a fait un volume de 400 personnes. C'est 300 000 litres d'eau potable qui ont été fournis à la population. C'est 4000... de mémoire, 4500 consultations médicales, c'est 7000 foyers qui ont été accompagnés avec des biens de première nécessité. Donc c'est énorme. Pour faire ça, il faut il faut ramener du matériel. Il se trouve que nous, on a un entrepôt sur Mayotte où on a du matériel pour répondre à ce type de situation, donc qui était prévu. On avait anticipé cette partie-là, donc on avait du matériel pour 8000 familles de première nécessité, qui a été en partie détruit, bien évidemment, parce qu'il n'y a jamais de catastrophe sans catastrophe qui suit. Donc l'entrepôt a bien évidemment en partie détruit, comme beaucoup de choses. Mais on a pu récupérer notre matériel. C'est aussi du prépositionnement de moyens en amont, mais aussi des hommes qui sont sur place, puisque le cyclone, a la particularité qu'on le voit venir en règle générale, même si la Chido, ça a été un peu compliqué. Il se trouve que Mayotte étant en crise depuis 3 ans, ayant cumulé un certain nombre de crises les unes après les autres, on connaît bien le territoire, et donc on sait que même si le cyclone n'avait pas été de cette importance, même s'il n'avait pas touché Mayotte comme c'était prévu au départ, parce qu'il devait passer à côté, on sait que les premiers dégâts seraient importants. Donc en fait, on avait mobilisé déjà des moyens en amont. On avait mobilisé des hommes et des experts en fait qui étaient sur place. On avait 5 personnes qui étaient sur place, experts en distribution, experts en logistique, experts en situation de crise, ce qui nous permet de réagir plus vite. Ça, on gagne du temps, c'est extrêmement important. Mais ça nous permet aussi de positionner des gens, petite terre, grande terre, donc sur petite terre où il y a la préfecture, et donc d'avoir quelqu'un qui va être en lien avec la préfecture, avec l'agence régionale de santé, pour pouvoir coordonner l'activité, les différentes actions, et que ça ne se fasse pas chacun dans son coin. Pourquoi c'est important de coordonner ? Parce que
En fait, si vous avez la sécurité civile qui intervient sur un secteur pour faire de l'eau et que vous venez exactement sur le même secteur pour ramener aussi de l'eau, vous avez un impact qui est nul. C'est-à-dire qu'en fait, vous fournissez 2 fois à la même population de l'eau et vous avez X personnes qui seront à un autre endroit qui n'en auront pas eu. Donc il faut répartir les secteurs de manière cohérente en répondant aux besoins pour essayer d'amener un maximum d'aide à la population, d'aide de première nécessité. Et c'est là-dessus qu'on a pu jouer. Les premiers instants, c'est un gros travail avec la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers, les communes, qui ont permis de répondre tout de suite, très vite. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites très naturellement. Et puis ensuite, parce que les 3 mois, on évolue dans les 3 mois, même si on reste avec beaucoup de monde, on évolue beaucoup dans les actions par rapport aux besoins, parce qu'il faut réévaluer constamment les actions qu'on met en place pour répondre au mieux aux besoins des populations. Et au fur et à mesure, on a pu travailler avec... notamment avec la Fondation Auteuil, où on a pu travailler en commun, aller en commun dans des bangas où eux, ils avaient des activités qu'on n'avait pas, donc nous permettre d'aller dans ces endroits-là pour apporter du soutien. C'est le lien avec CTC Habitat sur l'hébergement. Pour pouvoir repartir le plus... Bien évidemment, comme toutes les crises de ce type, les premiers hébergements d'urgence, même pour nous, pour nos volontaires, c'est dans les collèges, c'est dans les lycées. Pour pouvoir rouvrir l'école, il faut qu'on quitte l'école le plus vite possible. Mais il y a encore plein de travail. Et pour ça, j'ai besoin d'Habitat pour les volontaires, pour l'ensemble des gens qu'on a ramenés en supplément. Et on a pu bénéficier de ce partenariat. On a pu travailler ensemble pour trouver un maximum de monde, trouver un maximum de place pour les volontaires et permettre d'avancer. C'est un double impact. Si vous mettez nos volontaires à un endroit, bien évidemment, on arrive quand même à avoir aussi un accès plus simple à l'eau, notamment des citernes d'eau. L'endroit où on était, ça a permis à l'ensemble de la population de bénéficier directement de la citerne d'eau qui a été rajoutée pour la Croix-Rouge, mais qui a bénéficié à tout le monde. Donc c'est aussi intéressant que d'avoir les secours dans son dispositif pour permettre aussi aux résidents de retrouver une certaine autonomie. C'est ça aussi qui est important. Et puis... moi, ce qui m'a marqué quand j'étais d'ailleurs à Combagny sur l'hébergement, c'est tous les voisins, puisque c'était des voisins, et c'était les voisins qui nous invitaient le soir à dîner, qui nous proposaient de venir dîner et de discuter, et tout ce travail qui était fait avec eux, tout le côté, tout aussi l'anticipation du psychosocial, de la problématique psychologique qui est extrêmement importante. Le psychotrauma après ce type d'événement est énorme. Et c'est vrai que c'était de pouvoir partager ces moments de dîner avec la population. On partageait même nos ressources, parce qu'on avait suffisamment de produits pour manger tout bonnement. Donc on partageait aussi avec les gens qu'on avait autour. C'était des temps qui étaient extrêmement forts et c'est ça aussi qu'il faut partager. Merci. Une dernière question assez rapidement pour vous tous. Aujourd'hui, donc, on est 1 an après le passage de Chido. Est-ce que vos activités respectives sont revenues à la normale ? Comment vous êtes aujourd'hui engagés dans cette phase de reconstruction ? Est-ce que du coup, si vous reconstruisez, est-ce que vous reconstruisez autrement ? Catherine Garnier-Amouroux, vous voulez vous lancer ? Nous avons réouvert tous les bureaux de poste sauf un. Voilà. Il y en a un qui était complètement par terre, essentiellement parce que le toit était parti. Je ne désespère pas de pouvoir le réouvrir au premier trimestre 2026. Est-ce qu'on a reconstruit de la même façon ? Non, on n'a pas reconstruit de la même façon, sachant qu'il faut juste penser, et je ne veux pas vous faire sourire, mais que nous l'avions construit avec des normes anticycloniques. Voilà, je vous dis ça comme ça. Donc il faut aussi être raisonnablement raisonné, parce que vous parliez de 220 km/h, j'ai entendu 280, 300, etc. Bon, à Mayotte, les conditions climatiques, les conditions de l'anticyclone ont été... horrible, avec un anticyclone très fort, et je pense qu'on n'y était pas préparé. Je me souviens, alors nous avons géré comme vous des crises à n'en plus finir à Mayotte. Je me souviens quand je suis arrivé il y a 7-8 ans à la direction de l'Outre-mer pour la Poste, on m'a dit tu auras des problèmes partout, sauf à Mayotte pour les cyclones. Vous voyez ? Et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit t'as qu'à regarder une carte, quoi. T'as la grande Afrique d'un côté et la non moins grande Madagascar de l'autre. Donc le cyclone, il viendra jamais entre les deux, ne t'inquiète pas. Voilà, et donc c'est pour vous dire que ce que j'ai entendu, moi, par des gens qui considéraient, qui connaissaient bien l'outre-mer, je pense qu'il y a un certain nombre de citoyens mahorais qui avaient entendu la même chose. Ce qui fait que quand on a été informé, parce que oui, vous avez raison, complètement raison, on est toujours informé 3-4 jours avant. Moi, quand j'ai vu la carte, j'ai appelé le responsable qui était sur place et je lui ai dit rassure-moi. Il me dit mais t'inquiète pas, ce sera comme d'habitude, ça passe à côté. Voilà.
Donc c'est pour dire que nous n'étions pas préparés intellectuellement, et c'est pour comprendre pourquoi il y a toujours ce traumatisme. Donc on a recommencé nos activités, ça y a pas de sujet. On a toujours des gens vraiment traumatisés. Le bon côté que je vois, parce qu'il y a toute chose malheur est bonne, dit le Vox Populi, c'est qu'on a appris à beaucoup mieux se connaître. Juste un exemple pour la Croix-Rouge que je voulais remercier, parce que le 15 décembre, 24 heures après Chido, ma boîte mail était inondée de « on veut aider Mayotte, on va envoyer des colis, on va envoyer de l'argent, etc. » Et je me suis dit « mais si en plus on a toutes les bonnes volontés du monde, on est mort. Hein. » Et donc nous avons choisi le partenaire assez naturel qui était sur le territoire mahorais, et on a ouvert un CCP, un compte courant postal, pour que toutes les personnes qui voulaient donner de l'argent, et surtout pas des colis, et surtout pas envoyer quoi que ce soit à Mayotte, puissent le faire. Et ça a marché, et ça nous a permis à la fois de contribuer à cette empathie collective qu'il ne faut surtout pas arrêter, et de ne pas avoir un double problème à gérer, qui était celui de réceptionner des colis dont on ne savait pas où ils étaient, et de l'argent dont on ne savait pas où ils étaient. Et puis dernière chose, et après je vous rends la parole, nous avions des problèmes de logement de nos postiers, et on connaissait mal la CIM en fait. Hein. On connaissait vraiment mal la CIM, on se disait juste « ouais, ça marche pas ce truc, on n'a jamais de logement pour nos postiers, enfin à peu près normalement quoi ». Oui, à peu près normalement. Et le Chido nous a fait nous rapprocher, et on a mieux compris les impératifs des uns et des autres. Et depuis, on a réussi à faire passer les postiers dans la liste des gens à qui on avait attribué des logements. Donc Chido nous a aussi permis, par cette solidarité indispensable, de mieux nous connaître et de travailler mieux demain ensemble. Merci beaucoup. Très rapidement, peut-être pour du coup justement enchaîner Frédéric Pourcel. Oui, pour nous, les activités ont repris, mais le patrimoine est encore en travaux. Concrètement, il y a 1500 logements qui ont été sinistrés, dont une petite moitié qui a été fortement. Donc aujourd'hui, il y a plus ou moins les 3/4 des logements qui sont partis en travaux. Et le temps de réceptionner tous les travaux, on sera à mi-année 2026. Là, on aura à la fin de l'année globalement la moitié des logements qui seront remis en service complètement. Donc ça veut dire beaucoup de vacances techniques encore. Ça veut dire aussi pour une partie des locataires qui vivent encore dans des logements plus ou moins sinistrés. Et voilà, avec tout ce que pouvait dire le général tout à l'heure sur la difficulté à faire venir des entreprises, le système local, enfin le BTP local qui a ses limites de capacité, donc qui nous met tous en file d'attente, avec une fois des bureaux de poste, une fois des salles de classe, une fois des logements. Donc voilà, donc ça va bien se passer, mais ça va prendre encore un peu de temps. Et vraiment, il y a eu une mobilisation énorme des équipes pour arriver à remettre ça en marche, parce que je parle effectivement de l'impact au bâtiment, mais il y a eu aussi l'impact pour la gestion locative. Les gens qu'on a relogés avec de la gestion du relogement, des conventions particulières, il y a tout l'accompagnement des clients indépendamment du traitement du patrimoine. Et puis voilà, et puis la mobilisation des équipes qui est sur le pont depuis l'origine, et qui a encore devant elle quelques mois de galère probablement. On a complété les équipes, notamment les équipes techniques, avec des personnes qui sont venues du groupe. 5 chargés d'opération, 2 qui sont venus sur des mutations, et 3 qui sont venus en mise à disposition pour une période d'1 an, pour une période de reconstruction. Donc pour compléter, l'apport du groupe, ça a été important, parce qu'on avait aussi envoyé initialement une personne pour aider à structurer la cellule de crise. Les supports qu'on pouvait avoir ou de l'Hexagone ou de la Réunion ont été aussi importants pour accompagner tous les travaux.
Et voilà, et on a quelques mois encore. Quelques travaux Voilà. à faire. Très bien. Bon, le message est bien passé. Oui, oui, tout à fait. En 2 mots, Frédéric Delouy, qu'est-ce que vous en êtes tout côté reconstruction? Alors, côté transport, donc nous, on assure pleinement notre activité depuis quelques mois maintenant. Ce qui est certain, c'est que cet événement a marqué. Il n'y avait pas la culture cyclonique donc à Mayotte, mais je pense que c'est chose faite maintenant. Et bien sûr, on a mis en place un certain nombre de process qui permettront, au cas où on devait subir encore donc ce genre donc de situation, on a mis en place un certain nombre de process qui permettront donc de mieux appréhender donc ce genre d'événement. Merci beaucoup. Et Florent Vallée, allez, dernier petit mot peut-être. Comment vous intervenez du coup pour organiser le relèvement du territoire? Alors, le relèvement du territoire, c'est le relèvement de la Croix-Rouge déjà pour commencer. Donc, c'est renforcer nos équipes sur place, renforcer les équipes volontaires, avoir plus de volontaires sur place pour être plus résilients, même si le général n'aimait pas ce mot-là tout à l'heure, mais ça fait partie aussi de notre langage. Donc, c'est une équipe dédiée actuellement qui travaille dessus. J'ai l'habitude de dire, Mayotte, ce que vous faites en une demi-heure en région, enfin à Paris ou dans l'Hexagone, vous le faites souvent en 2 jours à Mayotte. Non pas que les gens ne savent pas faire, mais c'est qu'il y a tellement de problèmes qui viennent en plus que tout est complexe, tout est complexifié x10. Je ne sais pas comment faire prendre conscience en fait d'imaginer toutes les problématiques qu'on peut avoir systématiquement là-bas. C'est des actions court terme. C'est déjà la saison cyclonique, c'est demain. Donc pour nous, c'est un exercice, c'est une préparation qui est en cours actuellement, une remise à jour du plan, un exercice qui a lieu jeudi là. Donc j'ai des gens de mon équipe qui sont sur place pour les aider à se préparer, pour coordonner, pour s'améliorer par rapport à la situation qu'on a vécue. C'est aussi du plan à long terme. C'est des actions sur l'eau, l'hygiène, enfin la santé. Donc l'eau, l'hygiène, très clairement, l'accès à l'hygiène, l'accès à l'eau, l'accès à la santé qui sont prioritaires. C'est l'éducation par module, avec des modules qui permettent d'avoir un parcours de formation. Aujourd'hui, on forme des Mahorais sur le métier d'infirmier notamment, les Mahorais viennent en métropole, enfin dans l'Hexagone, sont accueillis dans l'Hexagone pour devenir infirmiers, qu'on accompagne. C'est un dispositif qui a été mis en place déjà un peu avant Chito, qui a été amplifié avec l'aide du conseil départemental pour le coup, donc qui a été amplifié. Ça marche bien, on a des bons résultats. Et l'objectif de pouvoir installer à terme, à très court terme, un institut de soins infirmiers sur Mayotte, parce que c'est quelque chose qui manque. Donc c'est pouvoir travailler sur ces points-là, mais tous les métiers aussi du médico-social, puisqu'il y a des défis. Il y a le défi du 3e âge aussi à Mayotte, de la prise en charge des personnes âgées, du maintien à domicile sur lequel il faut travailler, et puis la préparation à la réduction des risques de catastrophes naturelles. Il n'y a pas de miracle. Si à La Réunion, Garance a eu peu d'impact sur la population, c'est parce qu'il y a des actions au quotidien qui sont faites par la Croix-Rouge, et ce depuis les années 2000 à peu près. C'est même 2002, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est ça qui marche, c'est parce que chaque année, on rabâche les oreilles de tout le monde avec le risque cyclonique, la préparation. Et il faudrait parler aussi du risque sismique et tsunami pour Mayotte, qui a cette particularité de ce risque émergent qui est arrivé il y a quelques années, que personne ne prend réellement en compte et qui pourrait faire des dégâts énormes. Un grand merci à tous les 4. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre la salle. Je vous propose maintenant de passer au 2e panel de notre programme et d'accueillir Nicolas Blanc, directeur régional Océan Indien au groupe Caisse des Dépôts, et Florence Mas, directrice de mission Aegis Group. Nous sommes en visio également avec Monsieur Soumaïla, qui est maire de Mamoudzou, une commune de l'île de Mayotte, et avec Sébastien Enlaran, maire de la Breille-sur-Roya en région PACA. Alors, vous avez tous les deux des enseignements précieux à nous livrer sur le relèvement de votre territoire, sur la reconstruction, le renforcement de la résilience face aux prochaines crises. Je vais commencer avec vous, Monsieur Soumaïla. Vous êtes donc maire de Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte, on en a parlé plusieurs fois, et principale ville de Grande Terre. Donc, c'était une commune qui était très durement touchée par des vents dévastateurs, des rafales approchent, alors je n'ose plus donner de chiffres, de 150 km/h, 220, 280. Donc, est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur cette crise sans précédent ? Oui, comme ça a été dit et rappelé, c'est une crise sans précédent sur le territoire de Mayotte. Il suffit de passer
devant le front de mer de Mamoudzou. Vous y voyez encore très visible les stigmates, notamment des épaves des bateaux qui étaient là. Vous allez un peu plus vers le sud de Mamoudzou, notamment à Mtsapéré, sur le front de mer. Il y a encore ces montagnes de déchets qui s'amassent. Vous faites le tour de l'ensemble du territoire de la commune. Vous avez encore des toits sous bâche. Donc, ça reste une crise qui a marqué et qui marquera à jamais le territoire, raison pour laquelle la ville de Mamoudzou, nous avons décidé que dans quelques jours, dans quelques semaines, nous allons rendre hommage à l'ensemble des victimes de Chido, ceux qui ont perdu la vie, ceux qui ont été blessés, ceux qui ont tout perdu, notamment leur maison. Donc c'est aussi une façon pour nous à la fois de leur rendre hommage, ne pas oublier, mais aussi, comme ça a été rappelé, préparer aussi l'avenir parce que nous avons connu, je l'ai dit, des drames humains. C'est plus de 600 millions d'euros de dégâts pour l'ensemble de la ville. Pour ce qui est des biens, des dégâts publics, nous sommes à plus de 91 000 euros de dégâts. Donc voilà, en quelques mots pour dire à quel point ce cyclone a été extrêmement difficile et continue ici aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, d'entre nos populations à être encore extrêmement présents. Alors donc justement aujourd'hui, comment vous avez organisé le relèvement de votre territoire? Par quoi commencer pour devenir peut-être plus résilient? Un vrai sujet qui nous prendrait peut-être 3 heures, mais on les a pas, je suis désolée. Vous avez raison, beaucoup de difficultés. J'ai parlé des déchets encore extrêmement visibles, mais dans tout cela, comme ça a été dit et rappelé, nous essayons, notamment en lien avec nos partenaires, je profite de l'occasion pour dire grandement merci à Madame la directrice de la Banque des Territoires qui a consenti un prêt à la ville de Mamoudzou pour nous permettre de relancer et surtout de payer des entreprises qui ont travaillé, qui se sont mobilisées, parce que sans nos partenaires des entreprises, nous n'aurions pas pu, par exemple, faire les rentrées scolaires, parce que des rentrées scolaires, on en a eu beaucoup. Nous n'aurions pas pu faire des rentrées scolaires parce que les entreprises se sont mobilisées à nos côtés pour refaire les écoles qui ont été impactées, permettant aux enfants de reprendre le chemin de l'école, se retrouver entre eux, parce que c'est aussi une forme de thérapie. Donc c'était important et les entreprises se sont mobilisées. Donc à travers le prêt de la Banque du Territoire, nous avons pu commencer à les payer quasiment 11 mois après Chido, parce que les aides de l'État, nous les entendons toujours. Donc, juste rappeler que c'était une grosse mobilisation de l'ensemble des partenaires ici et surtout de l'ensemble des agents de la ville que je tiens ici aussi à saluer leur mobilisation. Pour ce qui est des infrastructures, j'ai parlé des écoles. On en a discuté grandement avec le général Facon, dont je salue aussi. Nous ne devons plus, en tout cas pour préparer l'avenir, pour nous prémunir de ces phénomènes, vous l'avez rappelé, qui vont continuer à être dans nos quotidiens. Je ne sais pas quand, demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas. Mais il faut que ce que nous avons vécu, par exemple, juste après le 14 décembre, nous ne puissions plus le revivre. Et c'est là où, en tout cas pour nous, ce qui est de ma ville de Mamoudzou, l'établissement public a grandement un rôle important dans cette reconstruction, c'est sur les réseaux. Nous avons dénombré, il a été dénombré de manière officielle, plus de 41 morts juste après Chido, mais en réalité, il y a eu beaucoup de personnes, notamment des personnes vulnérables, qui ont perdu la vie quelques jours, quelques semaines, quelques mois après Chido. Pourquoi? Parce qu'avoir manqué d'électricité, alors qu'on a beaucoup de personnes malades
qui respirent à travers des machines qui ont besoin d'avoir de l'électricité à la maison, ben beaucoup ont succombé à tout cela. Donc, raison pour laquelle nous pensons, et nous, en tout cas Mamoudzou, nous pensons que c'est utile que ces enjeux de réseau, notamment de l'enfouissement de l'ensemble des réseaux, téléphonie, éclairage public, tout ça, sont des sujets qui sont extrêmement importants. C'est ce qui nous permettra demain de pouvoir faire face, du moins sur cette partie-là, à pouvoir nous prémunir des difficultés que nous avons vécues. Nous avons des sujets, des enjeux, notamment liés à la protection, ça a été rappelé tout à l'heure. La protection, on est sur un territoire où nous avons plusieurs villages qui sont côtiers. Et nous prémunir de ces phénomènes qui pourraient subvenir. Nous avons des réseaux, par exemple à Mamoudzou, des réseaux d'eau pluviale qui datent des années 80. Aujourd'hui, ce sont des réseaux qui ne répondent plus à rien. Et à la moindre goutte de pluie, ben, ce sont beaucoup de maisons. La première zone économique du territoire, la zone industrielle de Kaweni, à la moindre goutte d'eau, mais ce sont des inondations de partout. Et ça, c'est des vrais enjeux, des vrais sujets que nous sommes en train de travailler. Et puis, naturellement, nous l'avons dit et rappelé, il faut que nous soyons à même de se resensibiliser parce que ça aussi, c'est un enjeu. C'est vrai que depuis plusieurs années, depuis 1984, avec Kamissi, le dernier cyclone qui avait, en tout cas, d'une ampleur un peu plus importante, qui est passé sur le territoire, nous avions peut-être perdu la sensibilisation, nous avons perdu ce rapport au risque qui n'était plus dans nos mœurs, dans nos façons de travailler, dans nos façons d'être. Et la sensibilisation du grand public sur ces aspects du risque, c'est aussi des enjeux qui sont importants, raison pour laquelle nous avons, depuis plusieurs semaines, en lien avec l'ensemble des partenaires, nous sommes en train de retravailler, nous avons retravaillé et abouti à notre plan communal de sauvegarde qui sera validé le 5 décembre prochain pour que, à la fois, nous puissions être prêts, nous puissions anticiper et surtout prévenir le grand public pour se préparer à d'éventuels phénomènes naturels qui subviendraient. Merci beaucoup. Sébastien Laurent, la commune de la Breille-sur-Roya a été durement touchée par la tempête Alex en octobre 2020. On a tous en tête des images impressionnantes de la vallée de la Roya, d'habitations dévastées, de ponts détruits. Voilà, on a quelques images. Est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez revenir sur ces quelques jours de chaos avec votre regard à vous ? Oui, bonjour à tous et merci pour votre invitation. La tempête Alex faisait partie du dire des experts de l'État des plus grandes catastrophes en France métropolitaine depuis la Seconde Guerre mondiale en termes de dégâts matériels, puisque c'était une crue torrentielle de plusieurs cours d'eau valléens qui ont provoqué des dégâts très importants. À Breille-sur-Roya, nous avons eu d'abord un bilan humain puisqu'il y a eu 3 morts sur ma commune de Breille-sur-Roya, un autre dans la vallée de la Roya, et 18 sur l'ensemble des vallées sinistrées. Un bilan matériel aussi qui est extrêmement lourd, puisque nous avons eu à Breille-sur-Roya 8 habitations détruites, plus un hôtel, plus une vingtaine d'habitations complètement inondées, une vingtaine de commerces. Et énormément d'infrastructures, que ce soit des infrastructures routières, des infrastructures publiques, culturelles, sportives. Sur le seul patrimoine de la commune de Breille, ça représente plus de 30 millions d'euros de dégâts, ce qui est considérable pour une commune de 2400 habitants comme la nôtre. Et surtout, ce qui caractérisait notre situation au lendemain de la tempête Alex, c'était une situation d'isolement total, puisque nous n'avions ni eau, ni électricité, ni aucun moyen de communication, ni aucun réseau routier, puisque on avait quasiment 50 km de routes départementales qui avaient été dévastées. Et donc, nous étions un petit peu dans une situation similaire à celle du Nil, bien que nous trouvant en plein dans la France métropolitaine, avec une situation où nous étions coupés du monde et des populations qui avaient besoin d'être alimentées, approvisionnées en biens de première nécessité. Et ça a nécessité une grande mise en place de moyens d'urgence dont je crois qu'on va revenir dans un instant. Et donc c'est un bilan qui est particulièrement lourd.
Donc oui, justement, aujourd'hui, donc vous êtes plus avancé que Mayotte, avec quelques années d'avance, si je puis m'exprimer ainsi, sur la phase de reconstruction de votre territoire. Avec ce recul, quels enseignements vous souhaiteriez aujourd'hui partager sur la façon d'engager la reconstruction et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? C'est effectivement une situation très délicate de gérer l'après d'une catastrophe comme celle-ci, parce qu'on est tiraillé entre deux impératifs. L'impératif de reconstruire vite pour pouvoir rétablir tous les services essentiels à la population, et la nécessité aussi de prendre du temps pour penser l'aménagement futur, pour tirer toutes les leçons de la catastrophe qu'on vient de vivre. Et donc, il faut trouver à la fois des réponses d'urgence et des réponses de moyen de long terme. Et donc, nous avons essayé de reconstruire de façon provisoire un certain nombre d'équipements. On a réinstallé dans des bungalows de chantier la poste, la banque, les services techniques municipaux, le bar du village. On a essayé de faire en sorte de rétablir des ponts, d'installer des ponts provisoires, de faire des passages busés pour la pratique sportive sur la commune, d'installer une piscine provisoire. Donc beaucoup d'équipements qui avaient vocation à répondre à l'urgence et à permettre aux habitants le plus rapidement possible de retrouver une vie à peu près normale, malgré évidemment les dégâts qui étaient encore présents et visibles. Mais ça nous laissait aussi le temps nécessaire pour faire tous les retours d'expérience qui devaient être faits, laisser le temps aux experts de nous donner les bons principes d'aménagement qu'on devait tirer de la tempête Alex, prendre le temps de faire travailler des architectes sur des réaménagements intelligents, pertinents, en imperméabilisant moins, en réduisant la vulnérabilité, mais aussi ça nous donnait le temps de pouvoir consulter la population, puisqu'on a organisé plusieurs étapes de concertation citoyenne pour savoir comment ils voulaient que leur commune soit demain. Et ça nous a aussi bien sûr laissé le temps d'avoir tous les arbitrages de l'État sur les secteurs dans lesquels les habitations allaient devoir être rachetées et démolies avec le fonds Barnier, et là où elles devront être maintenues et protégées. Donc tout ça nous a permis de gérer, on va dire, cette double exigence. Et donc, par exemple, j'évoquais le cas des ponts. Quand on a pu reconstruire des ponts pérennes, on a fait des ponts plus longs, plus haut, quand c'était possible, sans pilier dans la rivière, pour éviter que ça constitue un embâcle. Pour les services techniques municipaux, on avait un bâtiment au bord de la rivière qui a été inondé jusqu'au plafond. On a décidé de démolir ce bâtiment et d'en reconstruire à nouveau dans une zone qui n'est pas exposée au risque, et en particulier au risque d'inondation. Et ça n'aurait pas été possible s'il avait fallu immédiatement rétablir de façon pérenne les services techniques. On les aurait remis au même endroit pour aller vite. Là, on a pu les installer dans des structures provisoires, prendre le temps de réfléchir, trouver le bon projet et puis aller ensuite sur quelque chose de résilient, ce qui est ce que la population attend de nous en fait. Une dernière question sur laquelle je vais vous faire réagir tous les deux. En tant qu'élu, quelles ont été vos plus grandes difficultés ? Quels sont les outils, les financements ? Alors, Monsieur Soumaïla, vous avez tout à l'heure fait allusion déjà à des financements qui vous ont manqué, qui vous manquent encore, pour engager plus rapidement et plus efficacement cette phase de relèvement. Oui, comme nous l'avons dit, nous avons travaillé sur, on va dire, une priorisation avec les services, notamment de l'État ici à Mayotte. Donc, sur les 91 millions d'euros de dégâts, on s'était convenu qu'on priorise. Donc, nous avions priorisé les écoles parce que, comme je l'ai dit, c'était important pour que les élèves puissent retrouver le chemin de l'école, pour que les professeurs puissent retrouver leurs élèves, que les élèves, chacun d'eux puisse retrouver son camarade. C'était vraiment une stratégie qui consistait à faire en sorte que les enfants, les élèves puissent se retrouver pour essayer déjà d'amorcer cette dynamique de reprise. Et là, nous avions, en lien avec les services de l'État, c'était 12 millions d'euros de dégâts pour ce qui est des écoles sur les 91 millions d'euros, 12 millions de dégâts sur nos équipements scolaires. Nous avons engagé plus de 9 millions d'euros à date aujourd'hui, avec les aides, en tout cas, qui devaient être les fonds d'amorçage, les fonds d'urgence, qui ne nous ont toujours pas été encore octroyés.
on était obligé de se retourner vers nos partenaires financiers, notamment de la Banque des Territoires et les autres, pour commencer, en tout cas pour contracter ces prêts, pour nous permettre de pouvoir payer les entreprises, tout en espérant naturellement que nous aurons toujours, en tout cas, nous espérons avoir les fonds et les aides pour nous permettre de faire face, parce qu'encore une fois, j'ai parlé des écoles, mais aussi il reste les autres équipements, la sécurité. Nous avons aujourd'hui un territoire qui vit sans aucun contrôle sur la partie prévention, notamment de tout ce qui est caméra de vidéoprotection. Tout est à terre. Nos policiers municipaux aujourd'hui, leur bureau, c'est la salle du conseil, pour vous dire à quel point tout a été à terre lors du passage. Pour reconstruire tout ça, naturellement, nous aurons besoin d'un soutien de l'État. Nous attendons toujours, nous espérons, mais encore une fois, en attendant, nous essayons de nous mobiliser autrement. Merci beaucoup. Très rapidement, Sébastien Laurent, qu'est-ce qui vous aurait manqué? Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qui vous manque peut-être encore aujourd'hui en termes d'outils de financement? Il est clair que tous les dispositifs existants pour nous financer au lendemain d'une catastrophe naturelle, que ce soit les indemnités d'assurance sur les biens assurés ou que ce soit les dispositifs de l'État comme la dotation de solidarité, ce sont des financements qui mettent du temps à arriver. Et pendant la première année qui a suivi la tempête Alex, tous les investissements qui ont été faits ont dû être portés par la mairie sur ses fonds propres, avec bien sûr beaucoup de dons, beaucoup de solidarité qui s'est exprimé à notre égard souvent sous forme de dons financiers et qui nous a permis d'avancer pendant cette période. Mais c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que les dispositifs de l'État, les dispositifs des assurances, même si ils sont importants et s'ils sont aujourd'hui au rendez-vous, plus d'ailleurs pour l'État que pour les assurances, nous avons quand même la nécessité de faire face sur nos propres moyens pendant un certain temps. Et ce qu'on constate, c'est que même quand les dispositifs d'indemnité de l'État arrivent, ce sont des dispositifs de subvention. Ça implique que nous devons être en capacité d'avancer l'argent avant de percevoir ces financements. Et ça pose pour nos collectivités de grosses difficultés de trésorerie. Nous avons aussi rencontré des difficultés en termes d'ingénierie, parce que pour porter autant de chantiers de reconstruction, il faut avoir en interne, au sein des services de la mairie, des équipes techniques, administratives qui ont des compétences et qui sont suffisamment nombreuses pour répondre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile dans une commune de la taille de Breil-sur-Roya. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent, et heureusement, mais qu'il y a des besoins qui devront être pris en compte pour de futures catastrophes. J'aurais aimé que ce soit déjà le cas pour Mayotte. Je sais malheureusement que ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire apporter de l'avance de trésorerie, des moyens en ingénierie, et puis faire en sorte aussi qu'il y ait des dispositifs de financement qui prennent en compte la résilience. Parce qu'on nous dit de reconstruire de façon résilience, mais en réalité, que ce soit les indemnités d'assurance ou que ce soit les dispositifs de l'État, hors enveloppe exceptionnelle, qui ont pu être mobilisés, ce sont des dispositifs qui sont basés sur la base d'une reconstruction à l'identique. Une reconstruction à l'identique que nous ne pouvons pas faire et que de toute façon nous ne voulons pas faire. On serait fou de ne pas tirer toutes les leçons de catastrophes comme celle qu'on a vécue. Merci beaucoup à tous les deux. Alors justement, vous avez parlé d'ingénierie. Florence Mas, vous êtes donc à Aegis consultante, Aegis Conseil. Une réaction aux propos que vous venez d'entendre. Comment reconstruire et faire face aux urgences tout en tenant compte de la résilience des infrastructures et de leur adaptation? Voilà. Oui, effectivement, ce qui a été dit correspond tout à fait à la vision que l'on a du côté d'un groupe d'ingénierie majeur comme Aegis. C'est une approche globale qu'il faut avoir. Donc, on traite à la fois tous les sujets. Monsieur le maire de Mamoudzou parlait des réseaux. Il y a les sujets de réseau, de bâtiments, de tout ce qui concerne l'eau. Il y a un ensemble de sujets à traiter. Et donc, il faut évidemment apporter de l'expertise sur chacun de ces sujets, mais aussi sur la vision globale, savoir articuler de façon intelligente tous ces sujets et accompagner avec du pilotage, des outils de suivi pour qu'on puisse véritablement traiter la masse des sujets et bien les articuler ensemble. C'est très important cette articulation parce qu'ils ont tous un impact les uns sur les autres et il y a à la fois donc le global, l'ensemble des sujets à articuler et aussi le court terme et le long terme. On a bien vu qu'on ne va pas reconstruire à l'identique, il faut prendre en compte les sujets de résilience et
il faut que le court terme, les choix qui sont faits pour le court terme n'obèrent pas le long terme, qu'on puisse vraiment prendre en compte le fait de reconstruire pour la durée, pour le long terme. Et ça, c'est vraiment central pour les ingénieries d'avoir cette expertise très en amont pour voir dans le long terme ce qui va pouvoir permettre une reconstruction résiliente pour les futures années. Merci beaucoup. Nicolas Blanc, est-ce que vous souhaitez réagir aux propos de ces élus ? Oui, bonsoir. Merci. Quelques réactions et puis je pense que je vais conclure par la même occasion. On a pris un peu de retard, on en est désolé. On a déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Déjà, vous remercier toutes et tous. Je pense que ce que nous avons entendu cet après-midi est en vérité assez essentiel parce que des événements qui sont exceptionnels à une échelle micro-locale, à une échelle nationale ou globale, ça devient quelque part quelque chose de récurrent à ce point qu'il va falloir savoir agir avec davantage d'efficacité. Et donc ça, c'est sans doute l'enseignement principal qui vaut pour les ingénieristes, qui vaut pour les décideurs publics locaux, qui vaut pour les entreprises que vous avez entendues cet après-midi, et qui vaut évidemment pour les financeurs. Qui plus est pour un financeur de long terme comme nous le sommes. Long terme, ça veut dire que nous, la réactivité à quelques jours, quelques heures pour répondre aux besoins d'un décideur public local, c'est pas tout à fait notre tasse de thé. On ne sait pas très bien faire. Parce qu'en fait, une institution financière pèse sur ses épaules une quantité incommensurable de normes, de règles. Vous devez vous assurer de la conformité de la personne morale à laquelle vous prêtez. Donc vous faites des analyses dans tous les sens de probité des personnes auxquelles vous prêtez. Vous avez toute une série de process, d'instructions internes. Autant vous dire que tout ça, quand vous avez en face de vous un maire dont la préoccupation est de mettre en sécurité une école, parce que l'école va devenir un lieu de refuge, ou une entreprise comme la CIM, dont la réalité dans les premières heures est de mettre hors d'eau, en important des bâches et des tôles, le patrimoine immobilier, vos exigences de long terme, vos respects des appels d'offres européens dans la bonne concurrence de toutes les personnes morales respectables et respectées auxquelles on doit savoir se conformer, tout ça ne fonctionne pas. Donc c'est quand même ce qu'il faut qu'on se dise, il faut s'en convaincre. Et ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi dans l'urgence, mais la leçon à en retirer, c'est qu'il faut savoir anticiper parce que les choses dont on se parle ne sont plus exceptionnelles. Donc ça, c'est pour moi, l'enseignement à retenir de tout ce qu'on vient d'entendre. Et il faut que les cas auxquels ont été confrontés les deux maires que nous venons d'entendre, on sache en retirer des retours d'expérience, parce que ce qu'ils ont vécu, évidemment, on ne le souhaite pas pour eux de le revivre, mais on sait, quoi qu'il en soit, Florence, toi en tant qu'ingénieriste, nous en tant que financeurs, qu'on va devoir accompagner d'autres territoires en 2026, en 2027, qui vont être confrontés exactement aux mêmes difficultés. Que ces destructions, elles résultent de destruction suite à des émeutes sociales comme en Nouvelle-Calédonie ou suite à des événements climatiques majeurs comme à Mayotte ou à La Réunion, ce qu'on voit, c'est que déjà, les dégâts, ils sont inversement proportionnels au niveau de développement d'un territoire. Cyclone de force 3, 4 milliards d'euros de dégâts à Mayotte. Cyclone de force 3, 1 milliard d'euros de dégâts à La Réunion 3 mois plus tard. Donc si vous avez des infrastructures solides, déjà vous résistez mieux. Et évidemment, tout ça ne s'improvise pas. On doit savoir gérer dans l'urgence. Vous voyez que gérer dans l'urgence, vous l'avez beaucoup entendu, c'est comment je communique avec mon environnement. Mais c'est concomitamment, le général Facon nous l'a rappelé en introduction, comment j'inscris l'action d'urgence et de crise, parce que si Mayotte n'est plus en urgence, Mayotte reste en période de crise. Comment j'inscris la mise en œuvre de mes énergies, de mes acteurs, de mes financements dans un pas de temps pensé et renvoyant à une vraie stratégie pour le territoire. Et donc, nous, c'est la raison pour laquelle, avec nos collègues de l'Agence française de développement, là, nous engageons une étude pour voir comment nous pouvons mieux répondre aux acteurs de terrain qui ont des besoins d'urgence, monsieur le maire vient de le rappeler, de trésorerie,
On doit savoir, quand on connaît une contrepartie, être beaucoup plus réactif pour répondre à ses besoins, faire du préfinancement sans avoir à subir la lourdeur de tout ce que je vous expliquais en termes d'analyse de conformité. Donc, savoir répondre dans l'urgence, en confiance, pour accompagner les élus qui vont voir arriver les subventions auxquelles ils ont droit, mais X mois ou années après, ou d'assurance. Et ça, on ne peut pas collectivement se dire on attend de tout border pendant 1 an pour verser les sommes. C'est évidemment ingérable parce que ce n'est pas admissible que les relais de trésorerie soient réalisés par des petites communes ou des TPE. Parce que là, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que les communes n'arrivent pas à payer les PME et les TPE, et ce sont les entreprises locales qui font également le relais de trésorerie. Et donc ça, c'est vraiment un enseignement qu'on doit savoir retenir des 2 cas qui vous ont été présentés pour d'autres territoires. C'est voilà, la réalité avec laquelle on doit savoir composer. Et évidemment, cette gestion du temps, répondre à l'urgence, reconstruire tout en étant résilient. Donc, on voit que intellectuellement, pragmatiquement, tout ça est séparé, mais il faut que ces différentes périodes de temps se parlent pour qu'on fasse des choix cohérents. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas Blanc, merci à tous, merci à ceux qui nous ont suivis à distance et ici jusqu'au bout. Encore désolé pour le retard que nous avons pris. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le replay de cet événement sur notre site, sur le site du Hub des Territoires, et le podcast dès le mois de décembre sur le cycle adaptation au changement climatique. Merci à tous, bonne fin de journée. Au revoir.